Et bienvenue à ce 91e webinaire du Forum Pamela Award de reportage sur les crises mondiales. Un forum du Centre international pour les journalistes ICFJ basé à Washington est disponible en 5 langues, en anglais, en français, en espagnol, en arabe et en portugais, avec plus de 13 000 journalistes qui participent à nos différentes activités chaque semaine, des webinaires, des ateliers en ligne et des formations gratuites que nous offrons aux journalistes. Si vous me découvrez pour la première fois, je suis Kossi Balao, le directeur du Forum en français. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet de santé publique, d'une maladie mortelle, d'une maladie complexe et très ancienne qu'est le paludisme. Et ensuite, nous aborderons la question de savoir comment traiter cette maladie dans les médias. Pourquoi c'est important d'en parler? Et pourquoi faut-il en parler dans les médias? Que savoir sur cette maladie parasitaire? C'est une maladie à laquelle près de la moitié de la population mondiale est exposée. En témoignent les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé. 241 millions. C'est le nombre de cas de paludisme recensés en 2020. En 2019, il était estimé à 227 millions, contre 228 millions en 2018 et 231 millions en 2017. Et chaque année, plus de 400 000 personnes meurent de cette maladie. Et pourtant, elle ne bénéficie pas d'un traitement médiatique hors norme, comme ce fut le cas avec la pandémie du COVID-19. Que fait la communauté scientifique pour éradiquer cette maladie? Comment aider les journalistes à poser des questions pertinentes, des questions fondamentales lors d'un reportage ou d'une enquête sur le paludisme? Quel est à ce jour l'état des connaissances sur cette affection? Le vaccin antipaludique recommandé par l'OMS permettra-t-il d'en venir à bout? Pour en parler, j'ai avec moi 3 invités, 3 experts de la question, 3 spécialistes. Carlo Contantini, qui est entomologiste médical et chercheur à l'Institut de recherche pour le développement IRD. Il est l'auteur d'une étude sur les moustiques vecteurs. Le docteur Ibrahima Dia, qui est directeur de recherche à l'Institut Pasteur à Dakar et responsable du volet paludisme au sein du laboratoire de zoologie médicale. Nous avons aussi avec nous le docteur Dia, qui est un expert des vecteurs du paludisme et qui a aussi une longue expérience avec les programmes de contrôle vectoriel qui sont menés au Sénégal dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Et ensuite, le docteur Tchek Sokna, qui est directeur de recherche de l'unité Vitrum de l'Institut de recherche pour le développement qui est basé également à Dakar. Bonjour, docteur Dia, docteur Sokna et monsieur Constantini. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Kossi. Bonjour. Merci surtout à vous d'avoir accepté votre invitation pour participer à cet événement. Tout le plaisir est le nôtre. Plaisir partagé. Ma première question, avant de la poser, je souhaite rappeler aux participants qui nous suivent que vous avez la possibilité de pouvoir soumettre vos questions à nos chers panélistes. Pour vous qui nous suivez en direct dans le groupe privé sur Facebook, vous pouvez soumettre vos questions dans les commentaires sous la vidéo. Et pour ceux d'entre vous qui nous suivent via l'application Zoom, vous pouvez entrer vos questions dans la boîte de chat, dans la boîte de discussion qui est juste en bas de votre écran. Ma première question, elle s'adresse à M. Contantini. Vous êtes l'auteur d'une étude qui vient de prouver… Est-ce que monsieur… C'est parfait. Je disais tantôt que ma première question s'adresse à M. Contantini. Vous êtes l'auteur d'une étude qui vient de prouver que les moustiques vecteurs du paludisme piquent autant dans la journée que durant la nuit. Qu'est-ce qui a motivé cette étude? Alors, juste petite précision, c'est pas autant dans la journée que dans la nuit. Il pique quand même plus dans la nuit que dans la journée. Mais à Bangui, parce que pour l'instant, on a constaté ce phénomène que… Votre étude dit que dans la journée, les moustiques piquent de 20 à 30%. Voilà, il y a 20 à 30% des piqûres qui se passent en pleine journée, exactement. Qu'est-ce qui a motivé cette étude? Essentiellement, le fait que depuis les années 2000, comme peut-être vous le savez, avec la distribution des masses de moustiquaires imprégnés d'insecticides, il y a eu une chute assez spectaculaire
dans l'incidence du paludisme, donc le nombre de cas de paludisme recensés chaque année en Afrique. Mais en dépit de cette chute spectaculaire dans les premières années, ces dernières années, on va dire depuis peut-être 5 ans, cette baisse a beaucoup ralenti, voire elle a commencé à stagner. Et donc, au sein de la communauté scientifique, on se pose la question des raisons de cette stagnation dans la lutte antivectorielle et dans la lutte contre le paludisme. Et donc, une des raisons possibles de cette stagnation pourrait être un changement de comportement des moustiques vecteurs, dans la mesure où le fait d'utiliser des moustiquaires imprégnés donc, expose les moustiques à ces insecticides la nuit, quand effectivement les personnes utilisent la moustiquaire, elles dorment sous la moustiquaire. Et donc, pour éviter cette exposition aux insecticides, les moustiques vecteurs, les anophèles, pourraient changer leur comportement pour donc éviter ces contacts avec les insecticides et par cela continuer effectivement à piquer sans être tué par les insecticides. Et il y a une étudiante d'un collègue, une thésarde à l'Institut Pasteur de Bangui, qui avait constaté qu'effectivement, il y avait un certain nombre de piqûres qui s'est passé en pleine journée. Et c'est à partir de là que l'étude a démarré. Et elle a mis en place un système d'échantillonnage très conséquent pour pouvoir pour mesurer et mettre en évidence le phénomène. Et grâce à ces efforts, on a pu démontrer qu'effectivement, il y a une exposition qui n'est pas négligeable et qui était complètement inattendue en pleine journée. Donc, voilà un peu ce qui a motivé. Et évidemment, il y a des conséquences de tout cela sur probablement les politiques de santé publique si ce phénomène, effectivement, a une ampleur géographique plus étendue que Bangui, bien que, évidemment, à Bangui, les problèmes déjà se posent. Juste pour compléter. Oui, bien sûr. Oui, juste pour compléter, donc les résultats de Carlos, de l'équipe de Carlos, ont été aussi observés au Sénégal il y a quelques années, au Sénégal, dans 2 villages que les Instituts Pasteur et l'IRD suivent depuis des années, dans 2 villages de Djelmondiop au Sénégal, où nous avons noté aussi la mise en place des moustiquaires imprégnés, une bonne couverture en moustiquaires imprégnés, à modifier le comportement trophique de ces anophèles qu'on voyait, qui commençaient aussi à piquer à partir de 7 h jusqu'à 11 h. Et on avait vu aussi capturer des moustiques infectés. Donc, ça se confirme effectivement que la mise en place d'une couverture universelle de moustiquaires imprégnés entraîne un changement de comportement parce que tout simplement, les anophèles doivent se nourrir de sang pour se reproduire. Monsieur Carlo Tchek a répondu, docteur Sokna a répondu en partie à la question que j'étais sur le point de vous poser. La seconde question, qui était de savoir pourquoi avoir limité votre étude uniquement à la République centrafricaine, puisque 90% des cas de paludisme sont enregistrés en Afrique et majoritairement dans les pays comme le Nigeria, la République démocratique du Congo, l'Ouganda, la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi s'être intéressé uniquement à la République centrafricaine? Alors, on va dire qu'il n'y a pas une véritable réponse à cela, si n'est que il y a eu cette opportunité liée au travail de cette étudiante qui était en thèse et qui a par ses propres initiatives, initié cette étude. Il faut aussi dire que il y avait eu auparavant cette étude que donc, Chersona a mis en évidence au Sénégal, et il y avait eu aussi une autre étude au Bénin qui a donné en fait des pistes de réflexion dans ce sens. Mais on va dire que là, on a peut-être un peu ouvert une boîte de Pandora, dans le sens que effectivement, là maintenant, c'était pas quelque chose qui, au sein de la communauté scientifique, avait, on va dire,
c'était pas encore quelque chose de bien installé comme notion, en fait. Et maintenant, je pense que certainement, il y aura beaucoup plus d'études qui vont commencer à regarder ce phénomène à l'échelle du continent. Et il faut dire qu'il y avait, c'est ça que d'ailleurs on a un peu essayé d'expliquer dans l'article que vous avez cité. Il y a une sorte de dogme, quoi, que en fait les anophèles ne piquent pas du tout dans la journée. Et en dépit de quelques efforts de collègues justement qui se sont penchés sur la question, la majorité des scientifiques qui travaillent sur la question de la transmission du paludisme n'avaient pas vraiment tenu compte de la possibilité qu'il y a vraiment une exposition à des heures de la journée là où on ne s'attend pas du tout à des piqûres. Et il faut dire aussi que pour mettre en évidence le phénomène, il faut faire des études conséquentes, c'est-à-dire avec des efforts d'échantillonnage qui ne sont pas négligeables. Et tout cela, évidemment, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, il faut trouver les moyens. Et je pense que maintenant, ces études vont stimuler davantage des études qui vont regarder si ce phénomène a une ampleur plus étendue géographiquement. Docteur Ibrahima Dia, vous qui êtes directeur de recherche et responsable du volet paludisme au sein du laboratoire de zoologie médicale, est-ce que vous pouvez nous dire en fait ce que fait concrètement la communauté scientifique pour éradiquer cette maladie? Il y a beaucoup de mesures en fait qui sont en train d'être faites pour lutter contre cette maladie. Et comme l'ont dit mes collègues, en fait, il ne faut pas oublier qu'il y a deux acteurs principaux, que ce soit le moustique, mais également le parasite. Donc, il y a des mesures qui sont dirigées contre le vecteur, c'est dans le cadre de la lutte antivectorielle, mais il y a également d'autres mesures donc, qui sont dirigées contre le parasite. Par rapport maintenant à ce qui se passe de façon spécifique au vecteur, il y a donc les mesures qui sont bien connues, en particulier les aspersions intradomiciliaires qu'on appelle les ARS, mais également donc l'utilisation des moustiquaires imprégnés. Et comme on le sait, donc ces deux mesures-là utilisent beaucoup d'insecticides et c'est pour cela que les populations donc vectrices sont soumises un peu à une sorte de sélection qui font qu'après ils deviennent résistants. C'est le cas également donc des parasites avec les médicaments utilisés. Parce qu'il y a beaucoup de médicaments qui sont utilisés donc, pour soigner les personnes qui sont infectées avec ces parasites-là. Et ces parasites aussi également donc, développent de la résistance. Mais en dehors donc, de ces mesures, il y a d'autres mesures de protection individuelle que les gens utilisent, que ce soit les serpentins, que ce soit les répulsifs ou autres. Mais également, selon le contexte, il y a des mesures locales que les gens utilisent en général donc, pour se protéger des moustiques en général, mais également pour se protéger contre la transmission donc, du paludisme. Est-ce que ces mesures, ces moyens que vous avez énumérés, que ce soit les insecticides, que ce soit les moustiquaires imprégnés, est-ce qu'ils sont aujourd'hui encore efficaces pour pouvoir lutter contre le paludisme? Quand on sait, comme le révèle l'étude de M. Contantini, que les moustiques piquent aussi dans la journée. Oui, en fait, quand on regarde ce changement de comportement, si les moustiques maintenant piquent dans la journée, c'est tout simplement parce que durant la nuit, les gens sont protégés donc sous moustiquaires. Donc, c'est quelque part donc, un changement qui fait que, comme ils doivent se nourrir pour perpétuer leur génération, donc ils vont changer de comportement et aller piquer les gens au moment où ils ne sont pas protégés sous moustiquaires. Ce qui ne veut pas dire que, comme ils sont résistants, les moustiquaires ne protègent plus. Les moustiquaires protègent bien parce qu'il y a en fait deux choses. Il y a la barrière physique qui fait que le moustique ne peut pas être en contact avec la personne. En plus de cela, il y a la barrière donc chimique avec l'insecticide. Et cela veut dire tout simplement que même
si le moustique est résistant, quand vous dormez sous moustiquaire, vous êtes protégé contre les possibles piqûres de ces moustiques-là. Donc, ces mesures continuent d'être efficaces, mais le fait qu'ils changent de comportement, c'est une nouvelle menace par rapport à ces mesures-là qui existent et il faudrait tout simplement trouver donc des mesures complémentaires pour pouvoir lutter contre ces populations qui ont changé de comportement. Docteur Soknan, quels sont les facteurs qui expliquent le fait que la transmission du paludisme est active dans certains pays, notamment en Afrique? Je voulais juste préciser, parce que dans votre première intervention, vous avez parlé d'éradication. Alors qu'il y a une différence entre la notion éradication et élimination du paludisme. Donc ça, pour les journalistes, il faudrait faire la nuance entre les deux, parce que ce n'est pas la même chose. On n'est pas en phase d'éradication du paludisme en Afrique, on est en phase d'élimination ou de pré-élimination. Pré-élimination dans certaines zones et élimination dans certaines zones d'Afrique, comme par exemple le Zanzibar, qui est une île, etc. Donc, les deux mots ne signifient pas la même chose. Maintenant, ce que Ibrahim vient de dire, c'est ça, c'est-à-dire que le paludisme, ce que j'appelle le paludisme afrotropical, qui est vraiment, qui concentre la zone intertropicale de l'Afrique, où c'est 90% des morts, des décès, ou bien des malades de paludisme sont dans cette zone. La particularité de cette zone, c'est l'existence de ce qu'on appelle les meilleurs vecteurs, c'est-à-dire le complexe Anopheles gambier qui est composé de plusieurs espèces, le complexe Phoenesis qui est composé de plusieurs espèces. C'est parce que tout simplement les facteurs qui existent en Afrique pour cette transmission du paludisme, c'est qu'il y a un vecteur qui a une longévité qui permet au vecteur de se développer, qui a une capacité vectorielle, donc la capacité de transmettre le parasite, et qui retrouve les conditions d'explosion. C'est-à-dire qu'il y a les mares, les marigots, il y a les flaques d'eau, il y a la pluviométrie, il y a les conditions de sous-développement, parce que je rappelle que le paludisme, c'est une maladie liée au sous-développement, à la pauvreté, et ce sont ces conditions de facteurs. Ensuite, il y a le parasite, et le parasite le plus virulent, qui cause 90% de la mortalité, Plasmodium falciparum, est retrouvé dans ces zones-là. Donc, le cocktail est là, le parasite est là, les hommes et les femmes et les enfants sont là, les vecteurs, les meilleurs vecteurs sont là. C'est pourquoi on a tout le temps du paludisme. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des efforts qui ont été faits au niveau africain, au niveau mondial et au niveau africain. Et il y a certaines zones où le paludisme a beaucoup chuté, mais il manque aussi beaucoup de choses à faire, notamment dans la mobilisation des fonds, dans la mise en œuvre à grande échelle de beaucoup de stratégies. On a vu avec la pandémie du Covid-19 qu'il y a eu autant d'études qui ont été réalisées et publiées. Il y a eu aussi des solutions qui ont été proposées. Mais pourquoi on n'a pas vécu la même chose avec le paludisme, qui est une maladie très ancienne et qui est très bien connue? Qu'est-ce qui explique en fait ce paradigme? Je pense qu'il y a, si vous regardez le dernier rapport de l'OMS, le dernier rapport de l'OMS dit que le paludisme a fait 14 millions de malades, soit 627 000 de morts. Cela représente 69 000 décès de plus supplémentaires par rapport à l'année dernière. C'est-à-dire, vous prenez l'année Covid en 2020-2021, dont les 2/3 sont la conséquence de la Covid. Donc, ça veut dire que la Covid a caché le paludisme. Et ça n'a pas empêché le paludisme de faire son désastre. Parce que tout simplement, il y a certaines restrictions comme le confinement qui ont empêché la mise en œuvre à grande échelle des moustiquaires imprégnés, des médicaments, etc. Donc, ça prouve effectivement que le paludisme reste un problème, surtout un problème africain. Et je pense que, je donne l'exemple seulement du vaccin. Pour moi, le vaccin contre le paludisme, ce n'est pas une lueur, c'est un leurre. Parce que tout simplement, on nous met sur le marché un vaccin qui est efficace entre 30 à 40%, qu'on doit faire des doses de rappel chaque année, etc. C'est vraiment lourd et c'est 40% seulement de protection, voire 30%. Alors que au niveau de l'Afrique, nous avons des outils comme les moustiquaires imprégnés, comme les ACT,
comme la chimioprévention du paludisme saisonnier, comme ce qu'on appelle la CSP. Et la CSP a montré, et la preuve de concept a été faite au Sénégal, et ça a montré une réduction de 80% des cas de paludisme. Jamais un vaccin antipaludique n'a atteint ce niveau-là. Et c'est facile à mettre en œuvre. D'ailleurs, une ONG qui s'appelle Unité de la Faim dans plusieurs pays africains, dans 15 pays africains, et ça a protégé plus de 35 millions d'enfants de moins de 5 ans. Donc ça, vous comparez cette stratégie à un vaccin qui est efficace à 30%, si on met les moyens pour une mise en œuvre à grande échelle, cette stratégie dans les pays endémiques où 60% des cas de paludisme sont concentrés sur 4-5 mois, on peut réduire drastiquement le fardeau du paludisme. C'est des choix politiques, il y a des choix scientifiques, effectivement. Il faut faire confiance aux hommes de terrain, aux chercheurs qui font aussi le terrain, comme Carlos, Ibrahima, etc. Il y en a plein dans beaucoup de pays qui ont des résultats concrets qu'on peut mettre en place pour booster la recherche. Et ensuite, il nous faut des philanthropes en Afrique, des gens qui doivent, comme des Bill Gates, qui doivent financer les recherches, financer les grandes stratégies de recherche, parce qu'on a besoin d'argent. Actuellement, la cagnotte que nous devons avoir pour lutter contre le paludisme, en Afrique, on ne l'a pas jusqu'à présent. Alors que vous voyez le nombre de milliards qui a été investi au niveau de la COVID. C'est une question politique, c'est une question scientifique, et je pense que les Africains doivent être au premier plan. Et quand je parle des Africains, ce sont même les Européens qui travaillent en Afrique, comme Carlos, etc., qui connaissent bien l'Afrique, qui travaillent en Afrique, etc. On en a, et c'est ça qu'il faut faire, je pense. C'est une question politique, c'est une question scientifique. Il faut le remettre dans l'agenda de nos politiques publiques pour lutter contre le paludisme, parce que moi, personnellement, le paludisme, c'est une maladie liée à la pauvreté. Et qui lutte contre le paludisme, lutte contre la pauvreté. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Cher a dit. Et je veux ajouter peut-être aussi qu'il y a un travail à faire, et c'est pourquoi je pense que nous sommes là d'ailleurs, un travail à faire de sensibilisation des populations vis-à-vis de la perception de la maladie. Je pense que le paludisme est négligé aussi parce qu'on pense que finalement ce n'est pas une maladie particulièrement importante. Et cela se répercute forcément dans les politiques de santé publique. Je pense qu'il faut remettre le paludisme au centre de l'attention aussi des gens. C'est-à-dire, il faut dire aux gens, le paludisme, c'est une maladie sérieuse, c'est une maladie qui tue. Il faut donc prendre la chose au sérieux. Et c'est là, évidemment, ça se répercutera aussi au niveau je pense, des politiques de santé publique. Et puis, il faut, bien entendu, de l'argent pour pouvoir mener des recherches, pour pouvoir mener des interventions. Et cela, forcément, dépend de la présence des bailleurs. Et comme Charles l'a dit, des philanthropes aussi africains, ça serait bien qu'il y ait des démarches dans ce sens. Nous avons une question du journaliste, d'une participante à ce webinaire qui demande: est-ce qu'on peut envisager une élimination du paludisme sans vaccin? En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il y a des zones qui ont éliminé le paludisme sans vaccin. J'ai parlé du Zanzibar, je peux parler d'autres personnes. L'Europe a éliminé le paludisme sans vaccin. Hein. Donc, si vous vous rappelez la première campagne d'éradication du paludisme en 1950, l'Afrique était exclue de cette campagne. Ce sont les Européens qui sont chargés de faire ça, et ils l'ont éliminé en faisant ce qu'on appelle du génie civil, élimination des gîtes larvaires, mettre en place une urbanisation, une décentralisation des infrastructures, traitement de masse, etc. Ils ont éliminé le paludisme dans certaines zones, ou pré-éliminé le paludisme dans certaines zones sans le vaccin. Et moi, je sais que on peut pré-éliminer ou éliminer le paludisme sans vaccin, mais il le faut avec un vaccin efficace. Moi, je ne suis pas contre le vaccin. Je suis contre un vaccin inefficace. Un vaccin à 30%, 40%. Si j'étais ministre de la Santé, pour prendre une décision entre une stratégie qui te couvre tes enfants de 86%, des moustiquaires imprégnés qui te couvrent, qui est une barrière pour la transmission, des ACT qui sont efficaces et un vaccin à 40%, si j'ai un budget limité, je dois faire le choix, et je pense que si je fais le choix, je ne prends pas le vaccin. Donc voilà. Donc un vaccin efficace, oui, il faut un vaccin efficace. Si on n'a pas un vaccin efficace, beaucoup de pays ont fait beaucoup d'efforts. Le Sénégal a fait une presque pré-élimination du paludisme au nord du Sénégal sans vaccin.
Docteur Je Didier, peux ajouter, oui, si je peux ajouter quelque chose par rapport au vaccin, c'est que en général, moi, j'ai l'habitude de citer le cas du vaccin contre la fièvre jaune, qui est très efficace, qui protège pendant 10 ans ou parfois même plus. Et même avec l'existence de ce vaccin, chaque année, il y a des cas de fièvre jaune. Et prenez alors un vaccin qui n'a qu'une efficacité donc, de 30%. Et Cher le sait, Carlo le sait également. Beaucoup de zones rurales en particulier qui sont touchées donc par le paludisme sont inaccessibles en général en saison des pluies. Ça veut dire que même si on avait un vaccin efficace à 100%, il y aura des problèmes de couverture vaccinale. Donc, et si on en revient au fait que c'est 30% également, donc c'est une complication supplémentaire. Donc c'est pour rejoindre Cher dans ce qu'il dit, on peut quand même lutter, éliminer ou pré-éliminer le paludisme, donc sans vaccin. Et je pense qu'il faut que cette conception soit bien comprise par les décideurs, mais également par nos populations également. Et je veux aussi ajouter en fait à tout cela l'idée que le paludisme est une maladie extrêmement complexe. Il y a 3 acteurs, comme ça a été déjà dit. Il y a les êtres humains, il y a les parasites, il y a les vecteurs, les moustiques. Certains moustiques d'ailleurs, pas tous, pas toute espèce. Je pense que ça serait pas honnête de dire qu'avec un seul moyen, on pourra éliminer le paludisme. Comme le disent les Anglais, il n'y a pas de magic bullet. Ça sera qu'avec des approches intégrées en utilisant plusieurs techniques de lutte qui s'adressent contre les vecteurs, contre les parasites, qui s'adressent à une amélioration des conditions de vie des populations, parce que comme Charles l'a dit, le paludisme, c'est avant tout une maladie de la pauvreté, qu'on pourra, selon les contextes locaux, effectivement, faire beaucoup et arriver peut-être jusqu'à l'élimination dans beaucoup de cas. Il n'y aura pas un seul outil magique qui va éliminer, voire éradiquer le paludisme partout dans le monde. Ça c'est illusoire. Nous avons perdu notre hôte. Dans le chat. On a perdu le chef. Il y a une question dans le chat qui dit qu'en Guinée, on constate que généralement à l'approche de l'hivernage, que les mildas sont distribués. Est-ce que cette stratégie est efficace? Ibrahima, qu'est-ce que tu en penses? Vas-y. Donner les mildas en début de saison des pluies, si c'est vraiment à ce moment que les moustiques piquent, ça veut dire que les gens, on peut, durant la saison des pluies, empêcher que les moustiques piquent les populations. Mais la question qu'on est en droit de se poser là est que est-ce que c'est vraiment sûr que c'est uniquement durant cette période que la transmission se fait? Comme récemment, ce que vous avez observé avec les piqûres en pleine journée, rien ne dit que durant les autres périodes de l'année, donc la transmission se fait, surtout en Guinée. Moi, je ne sais pas de quelle zone il s'agit, mais il y a beaucoup de zones qui ressemblent un peu à ce qu'on retrouve un peu au sud du Sénégal, vers Kédougou, Tambacounda, où il y a souvent la présence des moustiques durant toute l'année. Ça veut dire que la transmission peut se faire toute l'année. Donc, les données qu'en début d'hivernage me paraissent un peu restreindre donc la lutte uniquement durant cette période, ce qui peut paraître illusoire pour lutter complètement contre le paludisme. Il faut une distribution toute l'année. C'est plus simple. Et les recommandations changent en fait d'un pays à un autre, dans un contexte géographique à un autre. Donc, c'est au sein de chaque pays qu'il faut étudier la question, donc localement. Parfait. J'ai eu un problème de connexion Internet et mon ordinateur, je l'ai éteint pour me reconnecter à nouveau. Voilà pourquoi vous m'avez perdu quelques instants. Ouais.
Je voulais justement poser la question de savoir, quand j'écoute le docteur Sokna parler de stratégie, quelle est la meilleure stratégie aujourd'hui pour venir à bout de cette maladie dont nous parlons depuis quelques minutes? Il n'y a pas une meilleure stratégie. Il faut un cocktail de stratégie. Il faut tout. Pour éliminer le paludisme, il faut lutter contre le moustique. Lutter contre le moustique, il y a des stratégies qui sont efficaces. Il y a les gîtes larvaires, éliminer les gîtes larvaires, moustiquaires imprégnés, pulvérisation intradomiciliaire, etc. Pour lutter contre le parasite, il faut faire de la prévention. C'est la chimioprévention du paludisme saisonnier chez les enfants, chez les nourrissons, chez la femme enceinte. Il faut traiter, donc, traitement précoce en faisant un diagnostic, utiliser les TDR, en faisant un diagnostic précoce rapide, traiter les gens, accessibilité, disponibilité des médicaments efficaces. Voilà. Ensuite, le plus important encore, comme Carlos l'a dit, c'est de la pédagogie, c'est-à-dire informer les personnes, surtout le monde rural, surtout les mamans, qui sont le premier maillon de la chaîne de protection des enfants. Donc, utiliser, donc conseiller, mettre des spots publicitaires, faire une campagne agressive sur l'utilisation des moustiquaires imprégnés, sur la référence quand des formes graves, avoir des entrants extra, c'est ça. Donc, c'est un cocktail. Il n'y a pas une stratégie qu'on doit utiliser et c'est un cocktail. Maintenant, en fonction des contextes épidémiologiques, on peut cibler une ou deux stratégies par rapport aux autres stratégies. Et chaque pays, en fait, doit trouver la meilleure solution pour les conditions qui sont prévalentes dans le pays. Donc, c'est là où la formation des personnes qui travaillent sur le paludisme à tous les niveaux, les parties prenantes, comme on dit, doit se faire vraiment au sein de chaque pays. Il doit y avoir un engagement politique de chaque pays dans ce sens. Il y a aujourd'hui... Oui, allez-y, juste une phrase. Je disais que ceci est tellement vrai que dans les comités de pilotage au niveau donc des PNLP, on n'a pas seulement que des entomologistes ou des biologistes ou des pharmaciens. On a tout un ensemble de personnes, en particulier d'autres personnes qui travaillent sur l'environnement, et tous ces gens-là interviennent de sorte à avoir donc des politiques intégrées pour pouvoir lutter contre cette maladie. Parce que n'oublions pas qu'au-delà du fait qu'il y a le parasite, il y a l'hôte, mais il y a également donc l'environnement autour, et il y a souvent des mesures donc environnementales qui peuvent également être prises donc pour empêcher justement que le développement du moustique se fasse et que la transmission puisse se poursuivre. Que dites-vous d'une plante qui est actuellement en vogue en Afrique, dont on fait énormément la promotion, la plante de l'artémisia, que certains présentent comme étant un remède miracle au paludisme? Cher. Disons que, bon, je pense que c'est une plante où effectivement les vertus antipaludiques ont été démontrées, parce que au niveau des facultés de pharmacie, notamment ici au Sénégal, ce que je connais du Niger, ça a été démontré, donc l'activité antipaludique de cette plante-là. Maintenant, les questions qu'on se pose, c'est, comme vous le savez, dans le développement des médicaments, il faut passer par ce qu'on appelle des études, des essais précliniques, cliniques, etc., pour entrer dans les gold standards d'un médicament. Moi, j'ai participé à des essais cliniques de médicaments, etc. Donc ça, je ne suis pas sûr qu'on est dans les promoteurs de cette plante sont dans cette logique-là. Ensuite, l'autre barrière qu'on peut dire, c'est que utiliser cette plante, ça sera une monothérapie, comme on dit, c'est-à-dire un médicament seul. Et ça, l'OMS l'interdit. L'interdit pour le paludisme, pour le sida, à cause de ce qu'on appelle l'apparition très rapide de résistance aux médicaments. Donc, c'est une plante, si on l'utilise, on doit l'utiliser seul. Maintenant, moi, je pense, en tant qu'Africain, je pense que pour continuer ce problème, si j'étais moi promoteur, je ne vais pas l'utiliser comme plante médicinale ou plante ou traitement médical, mais je peux l'utiliser comme un adjuvant alimentaire, par exemple une tisane. Et ça existe en Europe, ça existe aux États-Unis, ça existe dans beaucoup de pays où les gens utilisent une tisane pour un complément alimentaire ou un complément nutritionnel, etc., et qui sauve des vies. Donc voilà, en attendant
c'est une mesure transitoire que je propose comme ça, en attendant d'aller plus loin, parce que tout simplement, on sait très bien que les médicaments qui ont retardé l'apparition de résistance, ce sont des médicaments aussi du monde végétal, comme la quinine, comme la nivaquinine, etc. C'est mon point de vue personnel. Un confrère, un journaliste qui participe également à ce webinaire pose la question de savoir si vous n'avez pas l'impression qu'on tourne en rond depuis des décennies. Où en est-on avec le vaccin? Avec tout l'argent injecté dans la lutte, ne peut-on déjà avoir un vaccin? Et qu'en est-il des chercheurs africains? Que font-ils? Moi, je te réponds. Concernant le vaccin, je ne pense pas. Bon, ça a pris beaucoup de temps, mais on ne tourne pas en rond parce que pour la première fois, au moins, on a un vaccin qui est passé de stade 1, 2, 3 jusqu'au développement industriel. Donc, on a un vaccin. Le problème, c'est que le vaccin-là n'est pas efficace à 60-80% pour être l'objet d'un plaidoyer fort africain. Les Africains, il y a beaucoup d'Africains qui travaillent sur la production vaccinale, etc., contre le paludisme, parce que les vaccins, pour savoir, moi j'ai été dans des consortiums de vaccins, mais c'est des consortiums. Ce n'est pas un Africain, ce n'est pas une équipe, c'est des équipes. C'est vraiment un consortium énorme de spécialités, pharmaciens, immunologistes, épidémiologistes, biostatisticiens, entomologistes, etc., qui font. Et ça demande, la production de vaccins aussi demande beaucoup d'argent. Donc, ce sont des firmes comme GSK, comme Sanofi, comme Bill Gates, qui doivent donc financer. Nous, personnellement, nous, en tant qu'Africains, notre cible, je pense, c'est mettre en œuvre les grandes stratégies qui existent, qui sont efficaces et qui ont donné des résultats. Le paludisme a beaucoup diminué. Si je vous donne, par exemple, en Afrique, il y en a plein, il y a beaucoup de pays où le paludisme, nous, on est passé de 35% des motifs de consultation du paludisme au Sénégal en 2010 à 3%. Pour vous donner le cas de l'échelle d'un village, le village Gelmo Diop, où on étudie le paludisme depuis 1990, vers les années 90, le nombre de paludisme annuel, de crises de paludisme qu'on observait, c'était 600 accès paludisme par an, principalement chez les enfants. Avec l'avènement des moustiquaires imprégnés, des ACT, cette synergie a montré que depuis 2018, tenez-vous bien, on n'a pas eu de cas de paludisme. Donc, on est dans une phase de pré-élimination. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même en dehors du vaccin, et moi, je ne veux pas que les gens que les gens nous fassent un leurre pour ce vaccin-là. Le cas de la COVID est là. La COVID, le vaccin contre la COVID, tout le monde pensait que c'était la baguette magique. Tout le monde, on nous disait, ouais, le vaccin va venir, il va éliminer la COVID. La COVID est toujours là, les vaccins sont toujours là. Donc, comme le dit Ibrahim, ce n'est pas parce qu'on a un vaccin qu'on va éliminer une maladie. La fièvre jaune est là, la rougeole est là, qui sont des vaccins. La tuberculose a un vaccin efficace. Et jusqu'à présent, c'est un problème de santé publique. Et il ne faut pas aussi oublier que ces vaccins, justement, qui sont très efficaces, sont des vaccins dirigés contre, pour la plupart, des virus. Ouais. Là, on parle de paludisme. Le paludisme est dû à un protozoaire. Donc, on parle en fait d'un niveau de complexité complètement différent. Un virus, c'est un organisme extrêmement simple, quelque part. Les plasmodiums, qui sont les agents du paludisme, sont donc des organismes unicellulaires extrêmement complexes, en tout cas beaucoup plus complexes que des virus, et surtout qui ont une variabilité génétique énorme qui rend le développement d'un vaccin extrêmement complexe dans la mesure où, en fait, ce sont des organismes qui changent de visage tout le temps. Un peu comme on a peut-être pu constater d'ailleurs avec la COVID, qui, au fur et à mesure, on avait des nouvelles mutations qui se mettaient en place et cela rendait les vaccins plus ou moins efficaces selon le type de mutation qui se mettait en place. Pour les plasmodiums, c'est exactement la même chose et encore pire, c'est-à-dire que cette variabilité est déjà là et c'est ça qui fait toute la complexité de développer un vaccin contre le paludisme. Donc, on va dire qu'on ne tourne pas en rond pour rien. C'est 6 000 jeunes. Et en plus, si on prend le cas, c'est en tout cas général pour le cas des maladies à transmission vectorielle. Même quand vous prenez les arboviroses,
dites-moi à part la fièvre jaune, pour tous les autres arboviroses, il n'y a pas de vaccin efficace. Ça veut dire que c'est toute une problématique qui tourne autour donc, de ces maladies à transmission vectorielle. Une autre question d'un confrère. En Guinée, nous remarquons que certaines personnes malades de paludisme vont chez les guérisseurs. Parfois, ils arrivent dans les centres de santé tardivement. Est-ce que dans une stratégie globale, il n'est pas nécessaire d'impliquer ces guérisseurs traditionnels? Dans ce cas, la gratuité du paludisme peut-être est nécessaire. Ça, c'est observé partout en Afrique. Moi, j'ai fait l'expérience en 1996 à Niahar, dans une zone où une population très traditionnelle, les Sérères que connaissent les Sénégalais. Et surtout, il ne faut surtout pas les dire de ne pas aller chez les guérisseurs parce que quel que soit le cas, ils vont y aller. Donc ça, vous perdez votre temps. Donc ce qu'il faut leur dire, c'est que aller chez les guérisseurs, mais au moins, si ça, il faut aussi venir à l'hôpital. Il faut faire les deux. Il faut venir à l'hôpital. Parce que moi, quand je travaille avec les enfants, le paludisme chez les enfants, j'avais vu effectivement que tous les enfants qui convulsaient étaient bourrés de talismans, de trucs, des feuilles, etc. Quand vous interrogez les mamans, ils disent que oui, ça fait 2 jours, on fait des va-et-vient chez le guérisseur. Donc, non seulement il faut avoir une approche globale, c'est-à-dire dire aux guérisseurs, effectivement, vous avez des limites, comme tout le monde a des limites. Si les enfants ont de la fièvre, après avoir fait vos gris-gris, etc., amenez les enfants dans les hôpitaux, dans les structures de santé pour qu'on descende la fièvre, etc., qu'on leur donne des médicaments. Donc, il faut une approche globale, il faut de la pédagogie, il faut les conseiller, il ne faut surtout pas leur dire aux gens de ne pas y aller parce qu'ils vont y aller et il y aura de la concurrence, alors qu'il devait y avoir de la complémentarité. Il faut surtout leur dire d'ailleurs d'y aller le plus vite possible. C'est ça surtout la question. Exactement. Le problème de la mortalité liée au paludisme, c'est que souvent, c'est, comme on dit, le médecin après la mort. C'est-à-dire, on sera aux soins trop tard. J'ai eu des cas très douloureux, vraiment, des exemples très douloureux. C'est des enfants qui ont passé par les guérisseurs, forte fièvre, on ne fait pas attention, 41 de fièvre, ils décèdent rapidement. Au cours de la pandémie du COVID-19, nous avons remarqué que la bonne information peut sauver des vies. Et le thème de ce webinaire, c'est comment traiter du paludisme dans les médias, comment informer correctement les citoyens sur cette maladie. Pour vous qui êtes chercheur scientifique et qui travaillez sur le paludisme, pouvez-vous nous dire quelles sont les questions fondamentales ou pertinentes que peuvent poser les questions, que peuvent poser les journalistes qui travaillent, qui couvrent le paludisme? Est-ce qu'il faut poser la question de savoir, par exemple, pourquoi il n'y a pas encore de vaccin africain? Que font les chercheurs africains pour pouvoir éliminer cette maladie, pour pouvoir lutter contre cette maladie? Pourquoi il n'y a pas, en fait, une politique de santé? C'est vrai qu'il y a des politiques de santé nationales, des politiques de santé, des stratégies techniques mises en place par l'OMS, mais pourquoi au niveau africain, il n'y a pas cet effort-là pour pouvoir en venir à bout? Pourquoi il n'y a pas cette émulation africaine pour trouver une solution au paludisme? Si je peux me permettre, moi je dirais qu'il y a des efforts. Peut-être que, je ne sais pas, peut-être que les journalistes ne s'informent pas assez ou que ça ne se voit pas assez, mais il y a certainement des efforts. Et il y a des centres d'excellence de recherche sur le paludisme, par exemple, dans beaucoup de pays en Afrique occidentale, centrale, Afrique de l'Est. Donc, il y a des efforts dans ce sens, mais il faut savoir que le problème est extrêmement complexe et qu'il faut l'aborder sur plusieurs plans, comme ça a été dit jusque-là. Donc, pourquoi dites-vous, M. Carlo, que c'est le problème est complexe? Le problème est complexe parce qu'on est en face d'un système qui est complexe. Il y a déjà 3 acteurs. Ce n'est pas juste comme la COVID, c'est juste un virus et c'est tout. Là, on est en face d'une maladie. Il y a des parasites. Il y a plusieurs espèces de parasites. D'ailleurs, il y a au moins 4 espèces de plasmodium qui infectent les êtres humains. Il y a pas mal d'espèces de moustiques vecteurs qui contribuent donc à la transmission de ces parasites. Les parasites et les vecteurs sont génétiquement extrêmement complexes et extrêmement mutants. Ils changent de visage tout le temps.
La preuve, il y a des développements de résistance aux insecticides chez les moustiques qui se font assez rapidement. Il y a des résistances aux antipaludéens qui se font aussi assez rapidement. Il y a aussi des conditions, on va dire, environnementales particulièrement favorables pour le développement de ces moustiques vecteurs, notamment en Afrique. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu spécifique à l'Afrique, malheureusement. Les températures chaudes? Et ce n'est pas seulement une question, on va dire, de température, de l'environnement tropical. Il faut comprendre une chose. Et c'est ça que je voulais aussi dire, que je pense que les journalistes doivent être au courant de ça. Ce n'est pas tous les moustiques qui transmettent le palu. Quand on parle moustique, en fait, on n'a rien dit. Ce sont que certaines espèces de moustiques, et notamment certaines espèces de moustiques du genre Anopheles, donc on les appelle de façon communément les anophèles, qui transmettent le palu. Et ces espèces-là en particulier ont des caractéristiques biologiques assez particulières, notamment, et ce sont des moustiques en fait qu'on peut presque appeler, se sont adaptés à l'homme, ce sont devenus comme presque des animaux domestiques. Et en fait, nous, avec notre manière d'agir, on favorise leur développement au lieu de les empêcher. Alors que souvent, l'action de l'homme, pour d'autres genres d'espèces d'animaux et de plantes, a des répercussions négatives qui portent par exemple à l'extinction de certaines espèces. Pour les vecteurs du paludisme en Afrique, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que plus nous modifions l'environnement, plus nous créons en fait de l'habitat favorable pour ces moustiques-là. Et voilà, donc c'est tout ça qui fait que le problème est extrêmement complexe et qu'il faut l'aborder à beaucoup de niveaux, en fait, de façon concertée d'ailleurs, et en agissant aussi localement, c'est-à-dire en fonction des conditions locales qui sont assez changeables. Au Sénégal, il y a eu des résultats vraiment spectaculaires dans la lutte contre le paludisme, dans la mesure où il y avait des conditions épidémiologiques relativement favorables. Ce n'est pas le cas partout en Afrique. Il y a d'autres endroits là où probablement les conditions sont plus difficiles. Et donc, il faut aborder la lutte contre le paludisme au niveau local. Think globally and act locally. Une autre question d'un journaliste basé au Sénégal. Le palu persiste en Afrique parce qu'il, je relis la question, le paludisme persiste en Afrique parce que les moustiques existent. Je reprends la question. Le palu persiste en Afrique parce que le moustique existe, parce que des facteurs favorisent cela. En Europe, on a vaincu le paludisme parce qu'on a éliminé les facteurs favorisant l'existence du moustique. Alors, pourquoi se focaliser sur les moustiquaires imprégnés au lieu d'éliminer les facteurs? Je pense avoir bien lu sa question. Si je peux me permettre, je vais répondre. Après, je vois Ibrahima aussi va intervenir. Alors, je vais vous donner un exemple. Les moustiques qui transmettent le palu en Europe, notamment par exemple en Italie ou dans le sud de la France, c'est des moustiques qui se développent dans les marais. Or, il y a eu des efforts d'assèchement de ces marais dans les années 30, 40 en Europe, qui font qu'en fait, l'habitat de ces moustiques-là a été détruit. Et donc, ça a eu effectivement un impact assez fort. Le moustique principal qui transmet le palu en Afrique, ça s'appelle Anopheles gambier. Les larves qui sont aquatiques, vous les voyez dans mon fond d'écran, se développent dans les flaques d'eau de pluie. Bon, vous imaginez bien combien de flaques d'eau de pluie peut y avoir dans un village et comment on va les cibler. Donc, rien que cette petite différence, qui en réalité c'est une grande différence, rend compte en fait de la difficulté de pouvoir agir contre le paludisme en Afrique, et on ne peut pas forcément se fier aux exemples ailleurs dans le monde. Il faut considérer la biologie du parasite et la biologie des vecteurs en Afrique et trouver des solutions qui sont adaptées à ce contexte-là. Parce que les solutions qui ont marché ailleurs ne sont pas forcément les meilleures en Afrique. Je ne sais pas si c'est tellement vrai que
C'est tellement vrai que quand vous regardez, la majorité des programmes de lutte s'intéressent aux populations adultes. Parce que tout simplement, pour cibler les populations de l'arbre, il faut savoir où est-ce qu'ils sont. Et quand il pleut, donc dans un village en zone rurale, il y a des gîtes un peu partout. Comment traiter tous ces gîtes-là? C'est pratiquement impossible. Et quand il parle des moustiquaires imprégnés, les moustiquaires sont indispensables parce que, comme je l'ai dit, c'est une barrière pour éviter le contact entre le moustique qui transmet et l'autre qui est l'humain. C'est pour ça que ces moustiquaires-là sont efficaces pour lutter contre la transmission, même si les moustiques sont résistants aux insecticides donc, pour lesquels ces moustiquaires sont imprégnés. Nous avons énormément de questions qui attendent, mais il nous resterait peu de minutes pour terminer cette session qui est prévue normalement pour 45 minutes. Une autre question de la consoeur Adrienne. Où en est-on avec la stérilisation du vecteur expérimenté avec succès dans plusieurs laboratoires en Afrique? Qui veut intervenir? Chacun peut avoir... c'est un sujet assez complexe et peut-être assez controversé aussi. Chacun probablement a ses points de vue là-dessus. C'est sûr que actuellement, nous avons des outils qui sont très efficaces et qu'on peut utiliser, qu'on doit continuer à utiliser. Donc, on en a déjà suffisamment parlé, les moustiquaires à implantés d'insecticides et les aspersions intradomiciliaires d'insecticides aussi, qui restent quand même aussi efficaces. Mais sur le long terme, évidemment, il faut probablement aussi réfléchir à des nouvelles technologies qui pourraient peut-être essayer de s'attaquer au problème d'une manière plus, je n'ose pas dire efficace, mais en tout cas à plus large échelle. Et effectivement, ce qu'on appelle la lutte génétique, par exemple, la stérilisation des mâles est une de ces techniques. Elle n'est pas la seule d'ailleurs, il y en a d'autres qui sont à l'étude. Et évidemment, toutes ces techniques-là sont encore très à l'étape d'étude, à une étape assez expérimentale, même s'il y a des résultats qui sont assez promoteurs. Il faut être quand même prudent sur certaines de ces techniques. Il y a pas mal de questions que ces techniques soulèvent au niveau sociétal, au niveau éthique, au niveau de la gestion même de qu'est-ce qui pourrait se passer en fait une fois qu'on utilise ces techniques à une large échelle. Mais ça reste effectivement des pistes qui doivent rester à l'étude et qui pourraient être à l'avenir très importantes. Nous avons une autre question. Les flaques d'eau constituent l'habitat de prédilection des moustiques en Afrique, mais est-ce à dire que si on élimine les flaques d'eau dans nos villes, on devrait pouvoir y contrôler le paludisme? Je vois mal comment on pourrait éliminer tous les flaques d'eau peut-être dans les villes, peut-être ça pourrait être déjà un peu plus simple, effectivement. C'est là où je pense que la lutte contre le vecteur du paludisme peut avoir être plus efficace dans la mesure où on est dans un milieu qu'on maîtrise mieux. Par contre, évidemment, en milieu rural, cela serait, je pense, pratiquement impossible. Donc, c'est plutôt en s'attaquant aux adultes, pas aux larves aquatiques, qu'on peut être plus efficace. Oui, je pense qu'on peut éliminer les flaques d'eau en milieu urbain. Ça fait partie de ce qu'on appelle de la canalisation, urbanisation de nos zones. Par contre, dans les villages, n'oubliez pas qu'il y a certaines flaques d'eau qui sont des flaques d'eau, même sur le plan économique. C'est la riziculture, c'est la culture maraîchère. Donc, ça, si vous les éliminez, vous créez ce qu'on appelle la famine. Donc, vous faites attention. Donc, il faut, je pense qu'il y a une gestion intégrée de ces flaques d'eau, éviter les flaques d'eau qui sont aux alentours des maisons qui sont inutiles, qui sont des gîtes larvaires, et ensuite essayer de contrôler les flaques d'eau qui servent d'activité économique. Et voilà. L'avant-dernière question. Pourquoi ne pas vulgariser les traitements? Pourquoi ne pas vulgariser les traitements contre le paludisme? Il y a un journaliste qui demande la question de Stella, je lis la question en entier.
Comment comprendre les millions J'ai de compris. morts? Je reprends la question. compris. D'accord. Non, j'ai compris. En fait, les traitements curatifs, c'est-à-dire les traitements pour les malades, ce sont les ACT, donc c'est vraiment vulgarisé. Dans certains pays d'ailleurs, il est gratuit chez les enfants de moins de 5 ans. Il veut parler de la chimioprévention du paludisme saisonnier ou plusieurs de traitements. Ça, je pense que l'UNITAID a bien vulgarisé ça dans beaucoup de pays africains et les programmes nationaux de lutte contre le paludisme l'ont approprié même en faisant des campagnes au Sénégal, au Niger. Je sais que ça a été fait au Niger, Sénégal, Cameroun, Burkina Faso, etc. Et ça a tourné autour de 17 millions d'enfants qui ont été traités par cette stratégie. Maintenant, UNITAID, c'est un projet de vulgarisation, de sensibilisation. C'est là où les États doivent mettre la main dans la poche, c'est-à-dire s'approprier ces stratégies, en faire des stratégies solides logées au niveau des programmes nationaux de lutte contre le paludisme pour une large mise en œuvre large. Et au lieu d'attendre, par exemple, que UNITAID ou Bill Gates finance ça. Donc, je pense que ça doit être un financement autochtone de l'État, acheter les médicaments, former les distributeurs de médicaments, former les femmes à administrer les médicaments à leurs enfants. Et je pense que ça, il faut le faire. Et je pense que toute la documentation est disponible au niveau de l'OMS Afro, au niveau des programmes nationaux de contre le paludisme, pour mettre en œuvre ces stratégies-là. C'est valable pour le traitement préventif chez la femme enceinte, chez le nourrisson aussi, dans cette zone d'Afrique. C'est ma dernière question à tous les trois panélistes. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il y a une certaine limite, qu'il y a des limites aux efforts qui sont faits actuellement pour lutter contre le paludisme? Moi, la seule limite que je vois, c'est l'argent, qui est le nerf de la guerre. C'est tout. Si on a des fonds, on a tout. Les gens sont formés. Il y a tous les outils de vulgarisation. Il y a Internet, Facebook, tout maintenant. Le monde, c'est un village planétaire. Hein. Donc, pour faire quelque chose, faire avancer quelque chose, c'est très facile. C'est d'avoir les moyens. Le nerf de la guerre, la limite de la lutte contre le paludisme, c'est l'argent. Comment mobiliser ces moyens-là, M. Seck? Il faut commencer par nous. Il faut commencer par les Africains. Il faut commencer que les Africains, les philanthropes africains, les milliardaires africains donnent de l'argent aux pays concernés, participent à la recherche. Donc, les pays développés, les États participent à la recherche. Il faut participer à la recherche, participer à la formation, à la vulgarisation. Il faut mettre des moyens dans le système de santé parce que aussi, si on a tous les ingrédients, c'est-à-dire tout qui marche, alors qu'on a un système de santé qui ne marche pas, c'est-à-dire que des zones où il n'y a pas de poste de santé, il n'y a pas de case de santé, où il n'y a pas d'infirmiers, où il n'y a pas de sage-femme, ça pose un problème. Donc, il faut augmenter le niveau de nos capacités de système de santé et avec de l'argent, on peut acheter tous les entrants nécessaires et ça peut aller. Moi, c'est ça. La volonté politique de l'État, c'est ça. Ce sont les systèmes de santé. Former les gens, montrer les gens que c'est effectivement, on peut vivre avec le paludisme sans en mourir. Et donc, pour cela, sensibiliser les populations, éduquer les populations et contribuer à la formation des jeunes chercheurs africains qui vont adresser le problème et qui vont résoudre le problème dans les années à venir. C'est bien dit. Merci à vous, Dr Dia, Dr Sokna, M. Constantini, pour ces réponses que vous avez fournies aux nombreuses questions, non pas celles qui viennent seulement de moi, mais vous l'avez remarqué, il y a eu plein d'interactions des journalistes qui ont posé énormément de questions, ce qui montre en fait l'intérêt des confrères pour cette maladie du paludisme. On se demande pourquoi, depuis des décennies, on n'arrive pas à en finir. Il n'y a pas encore un vaccin qui est très efficace et proposé pour pouvoir lutter contre ce paludisme. Et nous espérons que vous répondrez encore favorablement à nos invitations pour nos programmes à venir. Nous vous disons merci pour le temps consacré à cet événement. Merci pour votre disponibilité. Merci également encore une fois pour vos réponses et merci aux participants et aux participantes qui nous ont suivis depuis le début à 13h. Ça fait 1 heure que nous sommes restés ensemble à discuter de comment traiter du paludisme dans les médias. Je vous donne rendez-vous le jeudi prochain pour
un nouvel événement, une nouvelle conférence, un nouveau webinaire, comment concevoir une newsletter pour toucher plus d'audience. Et c'est sur cette annonce que je vous souhaite une belle fin de journée, un bon après-midi et à la prochaine. Merci encore à vous, chers panélistes. Merci. Merci Kossi, merci tout le monde. Au revoir. Ciao, au revoir. Merci.